Salut à tous, chers basketologues, très heureux de vous retrouver, ça y est, le temps passe trop vite, c'est un autre débat, mais on est en demi-finale de conférence, on est en demi-finale de conférence Est, et attention, choc, attention, il y a choc, est-ce que vous les sentez les matchs à accident qui arrivent? Il y a choc entre les Milwaukee Bucks et les New York Nets, le deuxième face au troisième, et effectivement une confrontation qui promet effectivement des choses absolument folles parce que, eh bien, il y a des stars partout sur le terrain, parce que, eh bien, il y a un choc des styles, un choc des oppositions avec, d'un côté les Bucks, équipe bien équilibrée, 5e attaque, 9e défense, et puis de l'autre côté les Nets. De l'autre côté les Nets, équipe évidemment tournée vers l'attaque, incroyable locomotive d'attaque, et une équipe des Nets eh bien, qui va tenter quelque chose qui arrivait très peu de fois dans l'histoire de la NBA. On en a parlé dans la vidéo de présentation des playoffs. Essayer d'être champion en n'ayant pas une défense dans le top 10 de la NBA. Alors qu'à contrario, on a des Bucks, top 10 attaque, top 10 défense. Ils cochent toutes les cases pour, évidemment, potentiellement être champion. Donc on a déjà là quelque part un choc entre une équipe très équilibrée et une équipe plutôt à sens unique, plutôt construite sur un scénario de victoire, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, on a une autre problématique pour essayer d'anticiper cette série, c'est que personne ne connaît les Nets. Je caricature, mais Brooklyn, vous êtes qui? On vous a pas vu. On ne vous a pas vu de la saison régulière. Le triumvirat Durant, Harden, Irving, ils n'ont joué que 8 matchs ensemble de toute la saison régulière des 72 matchs. Et encore, sur les 8 matchs, il y en a un, c'est le match de l'imbroglio, souvenez-vous. C'est le match où on dit à Durant, ouais, tu peux jouer. Non, finalement, tu peux plus jouer, tu dois retourner sur le banc. Bon, finalement, tu peux rejouer quand même. Non, finalement, tu peux plus jouer. À cause des protocoles Covid, c'était invraisemblable. Donc, Durant était sorti du banc et avait joué que la moitié du match. Donc, en fait, il n'y a que 7 matchs complets que ces trois-là ont joué ensemble. Et si vous rajoutez Blake Griffin dans l'équation, on tombe à 0. Ils n'ont joué, ces 4-là, aucun match ensemble de toute la saison régulière. Donc, les Nets, ils tentent un double défi. On n'est pas une top 10 défense et on va essayer d'être champion. Je vous rappelle que sur les 30 dernières années, il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à le faire, c'est les Lakers 2001. Parenthèse refermée, on en a déjà parlé plein de fois. Et les Nets, ils retentent une deuxième chose. On va essayer d'être champion en n'ayant jamais joué ensemble. Une nouvelle fois pour caricaturer, mais vous comprenez un petit peu le contexte. Une chose est sûre, parce que oui, ces Nets au complet, on les a assez peu vus, mais on a compris quand même comment ils fonctionnaient. Une chose est sûre avec cette équipe des Nets, c'est marquer ou mourir. Il n'y a qu'un seul scénario d'attaque, c'est l'orgie offensive. C'est pour ça aussi que je vous ai répété sur les réseaux sociaux plein de fois que ces Nets 2021 me font penser aux Cavaliers à Cleveland 2017, cette équipe de Cleveland 2017 qui, c'est pareil, avait fini 21e ou 22e attaque à l'issue de la saison régulière et qui ne s'en sortait qu'en allant tourner à des 65-66% au tir réel et en étant en insolence absolue en attaque. On va encaisser 125 points, mais on va vous en mettre 130. Et c'est comme ça qu'on va s'imposer. Et n'oubliez pas que ces Nets-là, dans ce scénario plus ou moins monocorde, ces Nets-là, ils vont en finale. Ils vont en finale NBA et ils tombent face aux Warriors, l'une des meilleures équipes de l'histoire. Et c'est finalement les Warriors qui les déboutent. Mais jusqu'aux Warriors, ils arrivent à accéder en finale sans trop de difficultés. Donc ce scénario, ce postulat de tout pour l'attaque, il peut marcher. Surtout quand vous avez un assemblage de mutants de l'espace. Aux Nets de nous prouver justement la viabilité de cet assemblage. En tout cas, une chose est sûre. Les Nets, cette saison, s'ils ont été à moins de 115 points pour 100 possessions, ils ont été à 9 victoires, 21 défaites. Et 115 points pour 100 possessions, c'est énorme! Ne croyez pas que c'est la moyenne NBA. 115 points pour 100 possessions, vous faites partie de l'élite de la NBA en termes de qualité d'attaque. Donc, pour que les Nets puissent gagner, ils doivent être élites en termes d'efficacité offensive. C'est aussi simple que ça. Et
les playoffs, les 5 matchs face aux Celtics, ont complètement confirmé cet adage. Parce que regardez finalement, dans le match 4, ils prennent 130 points. Donc, on s'en fout de défendre. Parce qu'on va vous en mettre 140. Et puis, dans le match 3, ils en mettent que 125, c'est déjà hors norme, mais ils en prennent 130. Et derrière, défaite à la clé. Alors évidemment, quand ils limitent l'adversaire à 100 points pour 100 possessions, là, c'est cadeau, c'est gagné. Mais on comprend finalement en quoi l'orgie offensive, même encaisser 114, c'est beaucoup. Mais c'est pas grave, on va vous en mettre 130. Donc on comprend en quoi ce précepte de l'insolence en attaque, de tout rentre, tous nos tirs rentrent, en quoi il est complètement salvateur pour cette équipe des Nets. Et l'un des marqueurs de l'excellence offensive des Nets, c'est l'adresse à 3 points. Évidemment, plus que jamais en 2021, évidemment, il y a de plus en plus d'équipes concernées, mais cette équipe des Nets, c'est encore plus important que d'autres équipes, j'ai envie de dire, puisque les Nets, c'est pareil. S'ils ont été à plus de 37% de réussite à 3 points, alors 37% c'est la moyenne NBA, donc si on fait mieux que la moyenne NBA à 3 points, on est à 34 victoires pour 8 défaites. À l'issue de la saison régulière, cette équipe de Brooklyn, deuxième équipe NBA la plus à droite à 3 points derrière les Clippers. Donc le 3 points, on le fait en quantité et on le fait en qualité. Et regardez, à contrario, on a été à moins de 37% en saison, 14 victoires, 16 défaites. Ça n'a rien à voir. 34-8, 14-16. Vous comprenez en quoi l'adresse à 3 points est le marqueur, l'indicateur principal du succès offensif des Nets et donc du succès tout court de cette équipe des Nets. Donc la première clé de la série, c'est vraiment l'adresse à 3 points. Et il y a une réciprocité pour les Bucks. Les Bucks sont aussi énormément dépendants de leur réussite à 3 points, mais comme eux, ils peuvent compter un petit peu sur leur qualité de défense, dans un soir où ils sont en maladresse, on l'a vu face à Miami au match 1. Match 1, ils sont en maladresse, ils sont rattrapés en étant très solides défensivement et il y a victoire à la clé. Les Nets, ils n'ont pas ce scénario-là. Donc c'est pour ça que adresse à 3 points est vraiment la clé de la série, notamment pour Brooklyn, mais les Bucks ne pourront pas s'en passer eux aussi. Et il y a un joueur qu'il faudra surveiller du côté des Nets. Alors oui, tous les projecteurs vont être braqués sur Irving, sur Durant, sur Harden, éventuellement un petit peu sur Blake Griffin. Il y a un joueur qu'il faut surveiller qui est un excellent indicateur pareil de la réussite ou non des Nets, c'est Joe Harris. Parce que Joe Harris, dès lors qu'il est à plus de 50% à 3 points, dans 80-90% des cas, les Nets s'imposent. Donc c'est vraiment le facteur X dont l'adresse est un petit peu révélatrice de la bonne forme ou non des Nets en attaque sur le match. Donc on va évidemment surveiller de très près la réussite de Joe Harris. Et on met sur la table cette adresse à 3 points, et tout de suite, si vous êtes un basketologue averti, et je ne doute pas que vous en êtes un, vous vous dites, mais attends Blight, les Bucks, ils ont une posture défensive qui est connue maintenant depuis longtemps. Ils contestent pas les tirs. Ils ne sortent pas sur les tireurs. Je caricature, mais vous avez compris, et regardez, c'est flagrant quand on regarde le rapport de force. Ici à gauche, l'attaque des Nets en bleu, à droite, la défense des Bucks. Regardez sur les spot-up, donc c'est sur les tirs de champ, plus petite feinte de tir et je vais driver, c'est considéré aussi comme un spot-up. Regardez les Nets, ils sont deuxième en efficacité, la défense des Bucks est 30e. Et là déjà, attention, il y a un choc, il y a une collision, c'est pour ça que je vous dis, on va avoir des matchs à accident. Parce qu'on va avoir des Nets qui vont être complètement dépendants du tir à 3 points, qui vont abuser, surabuser, surabuser de l'adresse de loin face à une équipe des Bucks qui va les laisser tirer. Il va falloir surveiller ça de près. Il va falloir vraiment surveiller ça de près parce que le postulat des Bucks, on l'a déjà parlé, c'est de faire un pack the line, c'est-à-dire les défenseurs collent à la raquette. On interdit tout dans la raquette et allez-y, prenez les tirs de loin, on vous les laisse. Par contre, dedans, vous n'aurez rien. Et en plus, on va verrouiller les rebonds. À voir si, face à l'espèce d'armada offensive des Nets, ce postulat peut tenir. Impossible à savoir tant que la série n'a pas commencé. Les matchs 1 et 2 vont être des rounds d'observation.
Et les ajustements vont avoir lieu sur les matchs 3 et 4 et éventuellement après match dans l'évolution de la série. Mais ça déjà c'est à surveiller. Est-ce que les Bucks vont être à ce point en protection de la raquette comme ils l'ont fait sur la saison régulière et sur les saisons passées face à une équipe des Nets qui peut être efficace à 3 points sur les pull-ups, donc c'est je suis en train de dribbler et je, en sortie de mon dribble, fais une petite élévation et je sanctionne. Et là on a des mutants dans ces tirs en auto-création. On a Durant à 55% au tir pondéré, on a Irving à 55%, on a Harden à pratiquement 55%. Donc on peut être en auto-création. Et quand les Bucks défendent le pick and roll, et bien très souvent, qu'est-ce qui se passe? On a Brook Lopez qui reste dans la raquette, qui ne sort pas. Donc ça veut dire que Irving, Durant et Harden, ils vont sortir de l'écran, ils seront tout seuls. Si le tir n'est pas contesté, ça risque d'allumer sec. Et puis, il y a un deuxième effet qui se coule, les Nets, ils sont aussi incroyables sur le catch and shoot. Avec des Shamet, avec des Joe Harris, avec des Jeff Green, bon, il est blessé pour le match 1, mais il va revenir dans la série, même avec Blake Griffin, avec Durant, avec Irving, avec Harden, tout ça peut sanctionner à un niveau d'insolence quand même relativement remarquable sur les décalages. Donc fixation en dribble d'un côté, je décale sur le tireur qui sanctionne. Et si les Bucks ils sont restés en focalisation dans la raquette, personne ne va venir sortir sur le tireur et ça va allumer. Et les Nets, quelque part, ils seront très à l'aise dans ces scénarios de match où on va beaucoup tirer à 3 points, parce que regardez sur la saison régulière, c'est déjà l'une des équipes qui tente le plus de 3 points, et ils n'auront aucun problème à monter à 55% d'utilisation du 3 points si la défense des Bucks leur laisse ces tirs. Et des Nets qui tentent 55% de tirs à 3 points à 40% de réussite, c'est plié. Les Bucks vont prendre 120 points et ils seront sous l'eau. Donc ça va vraiment être à surveiller aussi. Il va falloir regarder comment les Bucks s'ajustent face à cette insolence Nets à 3 points. Et puis, d'une manière générale, les Nets, ils savent bien tout faire en attaque. Évidemment qu'on se focalise sur ce qui fait leur force, mais la réussite à 3 points. Mais voilà, les Nets, dès qu'ils arrivent à arracher des stops ou voler des ballons, ça part en transition, c'est l'insolence parce qu'on a des mutants qui peuvent finir fort dedans ou décalage et on a du 3 points. Sur l'isolation, bah évidemment, il y a Harden, il y a Irving, il y a Durant qui sont des mutants du 1 contre 1, donc évidemment sur l'isolation c'est la régalade. Sur des séquences de pick and roll, il y a des bonnes fixations de Harden, on va retrouver Griffin, on va retrouver DeAndre Jordan qui donne dans le trafic. C'est un vrai casse-tête. Cette équipe des Nets, elle sait tout bien faire en attaque, et évidemment que c'est un vrai casse-tête défensif, mais la première chose que les Bucks doivent essayer de limiter, c'est cette adresse à 3 points des Nets. Des Nets privés d'adresse seraient pour le coup pas à l'aise et pas bien positionnés pour s'imposer à la clé. Et puis évidemment, c'est la NBA moderne, c'est la NBA binaire, c'est la NBA 2.0, adresse à 3 points et panier marqué en dessous dans la raquette. On a deux des équipes NBA les plus à droite tout près du cercle. Et une nouvelle fois, on retrouve cette opposition avec d'un côté des Bucks qui défendent très bien la raquette, la fameuse défense pack de line, on va verrouiller, on va vous interdire tout ce qui est proche du cercle. À l'inverse, on a des Nets qui sont un petit peu moins à l'aise dans ce compartiment, même si finalement ils s'en sortent pas trop mal. Pour l'une des plus mauvaises défenses de la NBA, ils défendent relativement bien la raquette. Une nouvelle fois, un enjeu de la série. Au même titre que ça a été un enjeu de la série entre les Lakers et les Suns, là c'était beaucoup plus marqué. Ici c'est aussi quelque chose qui a surveillé. Des Nets qui laisseraient les Bucks effectivement être à 63, 64, voire 65% dans la raquette, et qui eux n'arriveraient pas à faire mieux que 55, exactement comme les Lakers ont subi face aux Suns. On aurait une nouvelle fois des Nets handicapés, des Nets qui seraient privés des points au pourcentage tout proche du cercle qu'ils peuvent réussir à avoir sur les numéros de solis de Harden, Irving, Durant, ou sur des décalages renversements et on va attaquer, ou sur du jeu en contre-attaque évidemment. Là où c'est intéressant quand même, c'est que cette équipe des Bucks dispose malgré tout d'un casting qui match sur le papier très bien avec cette escouade des Nets. Parce que ce triumvirat Nets, eh bien potentiellement les Bucks, ils peuvent envoyer en face de chaque mutant un bon défenseur. Et
structurellement, cette équipe des Bucks est peut-être la mieux construite de toute la NBA pour gêner cette équipe des Nets, au même titre que la saison passée, par exemple. Le Heat était structurellement très bien construit pour aller gêner les Bucks. Les séries de playoffs, au-delà du talent des deux équipes, c'est surtout aussi des séries d'opposition, de match-up. Où est-ce qu'on matche bien, où est-ce qu'on matche mal. Et là, les Bucks, défensivement, une nouvelle fois sur le papier, ils matchent très très bien parce que voilà. Sur Harden, on peut envoyer Middleton qui est un bon défenseur. Sur Irving, on peut envoyer Jrue Holiday qui est un bon défenseur. Sur Durant, on peut envoyer Giannis qui est un bon défenseur. Et puis les deux ont un peu le même profil. On est de grande taille, longiligne, etc. Et puis, accessoirement, on a aussi un Tucker qui arrive dans l'équation, en sortie de banc ou pas, on reviendra là-dessus après, qui peut aller prendre Durant, qui peut aller prendre Harden, qui peut aller prendre Irving par séquence, et puis il y a une interchangeabilité. C'est-à-dire que si on se retrouve à changer en défense, et que Giannis doit prendre Harden, ou doit prendre Irving, ou que Holiday doit prendre Durant, il ne sera pas ridicule. Parce que Holiday est assez grand, et parce qu'il y a une magnifique interchangeabilité entre tous ces défenseurs. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que finalement ça met les Nets dans des situations où ils n'auront peut-être pas les mismatchs de vitesse face à des défenseurs plus grands, moins mobiles, qu'ils peuvent avoir face à d'autres équipes. Je pense, mais une nouvelle fois, les matchs 1 et 2 vont avoir valeur de test et on va regarder ce qui se passe. Je pense que les Nets vont partir avec DeAndre Jordan dans le 5 et pas Blake Griffin parce qu'ils vont mettre DeAndre Jordan en défense sur Giannis, ce qu'ils ont déjà tenté en saison régulière. Si les Nets partent sur ce postulat-là dans le 5, on peut imaginer que le matching défensif, ça sera le suivant. Je ne pense pas d'entrée de jeu, Giannis soit sur Durant parce que c'est l'exposer effectivement à des fautes, c'est l'exposer effectivement à un regain de fatigue. Et les Bucks aiment bien l'utiliser dans l'aide, dans le second rideau, et avec un Durant qui aura beaucoup les ballons en première intention. C'est du coup avoir Giannis en premier défenseur et du coup en aide, il est un petit peu moins utilisé. Donc je ne pense pas que les Bucks partiront sur Giannis défense sur Durant. Toutes les chaînes de télé vont nous vendre ce duel, mais je ne pense pas qu'il aura lieu, en tout cas majoritairement. Quid aussi du côté des Bucks de la titularisation ou non de Bryn Forbes. Il a été excellent face à Miami. C'est là où l'absence de DiVincenzo, on en parlait sur les réseaux sociaux, peut être un petit peu pénalisante. Quid de Bryn Forbes? Est-ce que défensivement il va tenir le coup? Parce qu'il va falloir tenir le coup défensivement. Mais on peut imaginer cette couverture-là. On peut imaginer que Holiday va aller prendre Harden, parce que c'est lui qui va avoir beaucoup le ballon en main, qui va être beaucoup dans la création en première intention. Donc on a tout intérêt à mettre Holiday, qui est un bien meilleur défenseur que Bryn Forbes. Du coup, on a Bryn Forbes, évidemment exposé face à Irving, ça c'est un sujet. Middleton, du coup, irait prendre Durant, ce qu'on a beaucoup vu en saison régulière. Et à ce moment-là, on aurait Giannis, qui peut rester un petit peu dans l'aide, qui peut rester un petit peu sur le côté faible, et qui irait prendre Joe Harris. Et là, tout l'enjeu, effectivement, des Nets, ça va être d'aller servir Joe Harris parce que Giannis va le lâcher pour venir aider et pour sanctionner. Et à contrario, tout l'enjeu des Bucks, ça va être de dire la mobilité, la vitesse et la taille de Giannis vont faire qu'il va pouvoir revenir fermer sur les close-out et gêner Joe Harris. Et puis après, on a les pivots qui se prennent, en tout cas, on a dans cette config-là, attaque Nets, défense Bucks, on a les pivots qui se prennent l'un l'autre. À voir. Autre possibilité que les Bucks pourraient choisir, eh bien, c'est de titulariser PJ Tucker. Parce qu'on veut défendre dur, parce qu'on veut ralentir ces Nets. Et à ce moment-là, on jouerait avec un backcourt de grande taille, Holiday, Middleton, et avec un front court, Tucker, Giannis, Lopez. Et là, effectivement, les mismatchs, les matchings défensifs sont vraiment intéressantes. Middleton défend Harden, Holiday défend Irving, Tucker défend évidemment Durant, Giannis en électron libre, et puis les intérieurs se prennent entre eux. Et là, effectivement, on comprend en quoi les Nets peuvent être bien défendus par ces Bucks. Les Bucks qui ont le personnel pour aller bien gêner, une nouvelle fois sur le papier, les Brooklyn Nets. Donc ça va être vraiment à suivre. Qui démarre les matchs? Qui défend sur qui? Quels sont les différents matchmaking? Ça va être assez fascinant.
Et puis, voilà, autre configuration aussi. On pourrait avoir à ce moment-là un Brentford qui prend Joe Harris, un petit peu moins exposé, et un Giannis qui va prendre Durant en première intention. Peut-être pas pour démarrer les matchs, mais peut-être en réajustement sur la fin. Ça va être à suivre, ça va vraiment être fascinant. Et ça serait le scénario dans lequel Brentford qui prendrait Irving se ferait vraiment trop exposé, serait vraiment trop débordé, et on réajusterait comme ça. Parce qu'évidemment, Joe Harris, à part venir fermer sur lui, contester les tirs, il y a assez peu de risques qui vous exposent sur de l'isolation ou sur du pick and roll. Autre scénario. Mais ça va être fascinant. C'est un jeu d'échecs. Cette série va être un jeu d'échecs. Et voir qui défend sur qui prend qui, ça va être absolument fascinant. D'autant qu'en saison régulière, vous voyez, on a vu Durant surtout défendu par Middleton, un petit peu de Tucker. Vous voyez que Giannis, finalement, il est venu un petit peu, mais ça ne représentait pas l'essentiel du temps. Mais attention, ça c'est la saison régulière où eh bien, les Nets ne jouaient pas au complet. Donc il n'y avait que, entre guillemets, Durant et Irving, ou que Durant et Harden à défendre. Les cartes sont un petit peu rebattues maintenant que y a le Big Three qui est là et qui pose effectivement beaucoup plus de casse-tête défensif que par le passé. Et puis à contrario, comment les Nets peuvent essayer de défendre les Bucks, eh bien peut-être comme ça, avec ce qu'on appelle du cross-matching, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre celui qui défend sur moi, on va prendre un autre joueur, ça demande un petit peu plus de communication, un petit peu plus d'attention, de replacement. Et pourquoi les Nets pourraient partir là-dessus? Parce qu'en saison régulière, on avait vu cette équipe de Brooklyn tenter de défendre avec DeAndre Jordan sur Giannis, et avec un DeAndre Jordan qui restait dans la raquette, et qui laissait Giannis, il lui laissait 4-5 mètres. C'était absolument incroyable, avec des Nets qui disent à Giannis, vas-y, on te laisse tout seul à 3 points, vas-y, prends-le, tente-le. Et c'est là où Giannis ne doit pas tomber dans le piège, dans lequel il tombe encore les 2 pieds dedans. Quand il les laissé tout seul, il tombe encore dans le piège de vas-y, je tente mon tir en pull-up, mais t'es à 30% sur les pull-up. Les adversaires n'attendent que ça. Donc, les Nets, ils pourraient partir là-dessus. Et ce qu'on avait vu aussi, du coup, dans cette config où DeAndre Jordan prend Giannis, c'est qu'on avait James Harden qui allait prendre Brook Lopez. Ouais, parce que James Harden, il est peut-être pas très grand, il fait même pas 2 mètres, mais il fait 100 kilos. C'est un petit tank, c'est un petit bunker Harden. Donc il a aucun problème à être au poste bas, à défendre face à un attaquant qui essaierait de le poster, parce qu'il ne reculera pas. Il est suffisamment tanké pour résister. Et puis après, on a un matchmaking plus classique sur la périphérie. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant. Comment les Nets essayent de partir sur le marquage des Milwaukee Bucks, avec des choses qui peuvent sembler sur le papier un peu improbables, mais qui ont été intéressantes à observer en saison régulière. Une chose est sûre, rien ne sera gravé dans le marbre. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans les matchs 1 et 2, en fonction des réactions de chacun, ne sera sans doute pas la vérité des matchs 3 et 4, et évidemment des matchs suivants. Tout ça sera évidemment à suivre. Et puis si vous démarrez avec Blake Griffin dans le 5, on va dire plus classique des Nets, c'est pour ça que j'imaginais pas Blake Griffin démarrer. Vous êtes obligé d'être en marquage comme ça, avec un Blake Griffin qui va rester dans la raquette de la même façon, mais qui aura sans doute un petit peu moins de segments, un petit peu moins de qualité offensive d'un DeAndre Jordan, même vieillissant. Et là, les Nets risquent de vraiment prendre l'eau. Mais ça peut être aussi un scénario, ça va être également à observer, ou bien un marquage plus classique. Mais si vous partez sur un marquage plus classique, ça veut dire que Durant doit prendre Giannis. Et Durant ne va pas avoir envie de le faire, et surtout, les Nets ne vont pas avoir envie de griller et de carboniser, entre guillemets, Durant, à devoir le fatiguer en défense sur Giannis. Ça arrivera par séquence, mais certainement pas sur un marquage global pour le match. Vraiment à suivre. Cette opposition, c'est fascinant. Ce jeu d'échecs est fascinant parce qu'il y a tellement de possibilités et tellement de... Je place mon pion, tu replaces le tien, je replace le tien, tellement de combinaisons derrière
que ça va être assez fascinant. Et puis, ce qui est aussi fascinant, c'est que si les Nets décident de jouer vraiment ultra petit, avec Durant en pivot, Jeff Green, quand il sera de retour, en deuxième intérieur avec des gros guillemets, et pourquoi pas Shamet ou pourquoi pas Joe Harris, eh bien, les Bucks en face, ils peuvent partir petit, avec Giannis en pivot et puis Tucker Middleton pour combler le front de courte. Donc, je joue petit, on peut s'ajuster petit. Vous voulez jouer grand, on peut jouer grand. Les Bucks, ils ont vraiment une capacité de très bien s'adapter défensivement à cette attaque des Nets. Et ça va être absolument fascinant. La priorité des Bucks, de toute façon, c'est pour ça que je vous présente la série que sous cet angle-là. La priorité des Bucks, c'est comment on peut ralentir un petit peu l'attaque des Nets. Parce que dès lors que cette attaque des Nets, elle est ralentie, eh bien, c'est gagné. On a vu que les Nets, ils ont toutes les peines du monde à s'imposer dans une config où ils n'arrivent pas à dérouler leur attaque. On a ça en tête, et on a aussi en tête que ce qui est important dans le basket, c'est d'exposer les faiblesses de l'adversaire. Essayer de limiter ses forces, c'est bien, mais si vous arrivez à exposer très fortement les faiblesses de l'adversaire, eh bien, vous le déstabilisez quelque part encore plus. Parce que les Nets, ils s'y attendent que les Bucks essayent de défendre sur eux. Par contre, des Nets qui prennent l'eau défensivement très fort parce que les Bucks attaquent très dur, ça va les déstabiliser possiblement encore plus. Et c'est là où, effectivement, quel est le pire match-up possible pour les Nets ? C'est une très grosse attaque. C'est une très grosse attaque qui va mettre leur défense complètement en défaut. Et on peut retourner l'équation. Ouais, les Nets, ils vont en mettre 130, mais s'ils en prennent 140, ça veut dire qu'ils devront en mettre 150. Et vous comprenez comment le cercle vicieux de cette attaque à outrance peut être à ce point défavorable. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les Bucks, ils ont un petit peu plus de polyvalence. Donc, ils peuvent essayer de très bien attaquer, essayer de très bien défendre. Donc, potentiellement, plus de scénarios de victoire, là où les Nets, dans un soir où il n'y aura pas d'attaque, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et ces scénarios de victoire possibles, on l'a vu en play-off face à Miami. Regardez le match 1. Les Bucks, ils font un match 1 d'attaque dégueulasse et ils arrivent à s'imposer quand même. Parce que défensivement, ils ont compensé derrière, ils ont été très, très, très solides. Mais pour mettre cette défense des Nets vraiment en défaut, et quand je dis en défaut, c'est pas juste ils vont être moyens en défense, c'est vraiment ils vont mal défendre et ils vont prendre plein de paniers faciles à haut pourcentage. Encore faut-il que les Bucks arrivent à dérouler une attaque qui va créer des solutions de panier clé en main. Parce que au final, les Bucks, ils ont un peu le jeu des Nets. Ils ont un peu un jeu un peu basique comme les Nets, avec du 5-out, avec des fixations en dribble et on ressort sur les tireurs. Est-ce que les Bucks vont réussir à créer des séquences avec des backdoors, avec des mouvements sans ballon, avec des décalages, que les Nets vont avoir du mal à défendre parce que Brooklyn, ils ne demandent que ça de défendre en première intention. Quand vous n'êtes pas un bon défenseur, entre guillemets, dans le basket, quand y a assez peu de passes, assez peu de mouvements dans votre dos, que vous n'êtes pas obligé de communiquer énormément avec vos coéquipiers, parce que vous prenez des écrans non porteurs, parce que ça coupe, etc., et que vous êtes que concentré sur la balle, c'est quelque part plus facile à défendre, même s'il y a des mutants en face. Donc est-ce que les Bucks, ils ont la structure offensive pour aller créer ce danger à outrance qui va handicaper les Nets ? Parce que regardez les Bucks, c'est la deuxième équipe de la NBA derrière les Blazers cette saison qui génère le moins de passes. Je ne suis pas en train de parler de passes décisives, je suis en train de parler des simples passes de connexion. Et moins il y a de passes, moins le ballon est vivant, plus quelque part c'est facile à défendre. Parce que finalement tout se passe devant vos yeux. Les Nets, c'est pareil. Ils ne font pas énormément tourner le ballon parce qu'ils misent tout sur les exploits individuels, sur les numéros de solistes. Mais les Bucks, c'est un peu pareil. Et est-ce que finalement cette attaque un petit peu trop simpliste, un petit peu trop basique, ne va pas être finalement plus facile à défendre pour des Nets sur ces schémas défensifs où ils ne sont pas forcément à l'aise. Parce que regardez, quand vous transposez l'attaque des Bucks face à la défense des Nets, oui, globalement, on voit qu'il y a plus de rouge que de bleu, mais c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Or, les Bucks, ils ont besoin d'appuyer là où ça fait mal, donc ils ont besoin de bien attaquer également face à cette faible défense des Nets. Donc, affaire à suivre.
affaire à suivre parce que finalement, bah voilà, bien aidé sur le drive, décalage ont bien fermé sur le tireur. Bah, les Nets finalement, même si c'est pas une équipe de défense, ils peuvent réussir à le faire. Et ils peuvent réussir à le faire correctement. Regardez sur les tirs de champ, la défense des Nets, elle n'est pas dégoûtante. Hein. Donc contester les tirs, ils arrivent bien à le faire. Replier, bien gêner en transition, bah, ils arrivent bien à le faire. Là où ils ont un petit peu plus de mal, bah, c'est sur les séquences collectives. Regardez les cuts. Bah, les cuts, c'est les backdoors, c'est on doit communiquer, ça se passe dans notre dos. Bah, on ne sait pas faire. Le pick and roll, c'est pareil. Il y a 2-3 joueurs impliqués, on ne sait pas le faire. Les hand-off, pareil, c'est compliqué. Donc sur toutes les séquences collectives, la défense des Nets, elle est un petit peu en difficulté. Sur toutes les séquences un petit peu plus basiques, un petit peu plus solistes, bah, les Nets, ils s'en sortent. Ça aussi, ça va être quelque chose à suivre pour les Bucks. Et puis, il y a aussi l'enjeu de la bataille du rebond. Ça, c'est un récurrent du basket, et c'est plus que jamais vrai en playoff, mais on le sait, les Bucks, c'est l'une des meilleures équipes de la NBA sur le rebond défensif. Ce qui est très intéressant, c'est que les Bucks, ils font le choix de ne pas attaquer le rebond offensif. Une nouvelle fois, je caricature, oui, ils prennent des rebonds offensifs, mais la posture Bucks, c'est un tir part, tout le monde replie. On n'attaque pas le rebond offensif. Donc la bataille du rebond, elle ne va pas forcément se jouer sur le rebond offensif. Et une nouvelle fois, ça c'est à contrario par rapport à la série Lakers-Suns, par exemple, où la domination rebond offensif a été très importante. Là, c'est pas le cas, mais pourquoi la bataille du rebond, qui a priori sur le papier va être gagnée par les Milwaukee Bucks, qui évidemment ont un petit peu plus de taille, un petit peu plus de segments, donc vont mieux verrouiller les rebonds défensifs. Pourquoi c'est important? Parce que ça renforce encore davantage l'importance de la contestation des tirs de loin. Si les Nets sont bien gênés, si les Nets sont obligés de prendre des tirs compliqués, derrière, eh bien, il va y avoir des tirs forcés, des tirs manqués, et derrière, forcément, des rebonds défensifs Bucks qui vont empêcher les Nets d'avoir des paniers en deuxième intention, et ça renforce encore, finalement, l'importance pour les Nets de bien marquer le premier tir, parce qu'il n'y en aura pas de deuxième, et à contrario, ça renforce l'importance pour les Bucks de bien gêner ce premier tir. Parce que si on a bien gêné ce premier tir, c'est gagné. Les Nets, ils n'iront pas nous prendre des rebonds offensifs. Donc, quand on conteste bien les tirs, le stop, il est quasiment acquis, pour schématiser. Mais vous avez compris la séquence. Et puis enfin, cette série, ça doit être la rédemption de Giannis. Et ça doit être plus globalement la rédemption des Bucks. Les Bucks, sous leur Budenholzer, ils ont fait des saisons régulières extraordinaires. Giannis MVP, Giannis qui collectionne les trophées, extraordinaire. Et puis en playoff, ça donne quoi? Ça donne, il y a 2 ans, on mène 2-0 face aux Raptors et on en perd 4 de suite en finale de conf et on sort la tête basse. Et ça donne la saison passée, on sort 4-1 face au Miami Heat. Et à chaque fois, eh bien, Giannis n'a pas été au rendez-vous dans ces séries. Et les Bucks, ils ont besoin d'un Giannis en rédemption, ils ont besoin d'un Giannis franchise player. Et on a un Giannis qui a été très bon en défense, mais qui en attaque dans la série face à Miami, eh bien, il n'a pas été top. Regardez finalement le net rating global, donc le différentiel attaque-défense, il est à plus 20 de l'équipe des Bucks, donc les Bucks, ils ont rouleau compressé le hit. Et bien Giannis, il est entre guillemets que à plus 15, ce qui est déjà très bien, mais on peut attendre d'une équipe et de son joueur majeur, de son franchise player, qui, quand il est sur le terrain, a un net rating qui est supérieur à la moyenne de l'équipe. Parce que quand je suis là, je suis indispensable à l'équipe, donc mon rayonnement fait que je la porte vers le haut. Et bien là, dans la série face au Heat, c'était pas forcément le cas. La différence, elle s'est faite sur Holiday, sur Middleton, sur PJ Tucker, sur Brynford, etc. Giannis, évidemment qu'il a été indispensable, mais notamment en attaque, il est retombé dans les travers qu'on a vus plein de fois. Et il finit à 45% au tir ce premier tour, en allant tenter 30% de tir en pull-up, où il est à 12% de réussite. Bah ouais, le Heat, ils ont fait ce que les Nets vont faire. Vas-y, Giannis, on monte pas sur toi, t'as le ballon, vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir de loin. Et il continue de tomber dans le piège. Il continue de tomber dans le piège de j'avance en dribble et puis je fais mon petit pull-up avec sa mécanique qui est vraiment pas géniale et ça brique derrière.
Et les Nets, ils n'attendent que ça. Et c'est là où Giannis, il y a vraiment un travail d'introspection. Il ne doit pas prendre ses tirs. Ses tirs, ce sont des coups de poker. Alors oui, des fois, il va en mettre. Oui, des fois, il va faire un 3 sur 5 à 3 points. Mais c'est anecdotique par rapport à la constellation de tirs qu'il va envoyer en briques. Et ça, c'est très clairement un réajustement que les Bucks doivent proposer. On doit avoir, en fait, dans cette série, un Giannis qui arrive en finition et non pas en création. On doit avoir un Giannis, voilà, qui pose les écrans, qui ouvre et qui va dunker dans le trafic. On doit avoir un Giannis qui existe dans des backdoors. On doit avoir un Giannis qui est sur le côté faible et qui vient jaillir et qui existe dans la deuxième intention et non pas ballon en main, parce que dès qu'il va avoir la balle en main, les Nets vont reculer et il va tomber dans le piège de ouais, bah, ils m'ont laissé tout seul, vas-y, je le tente. Ça sera perdu d'avance si on a un Giannis qui part dans ce postulat, sauf si on a un déclic, mais qui tomberait du ciel, d'un Giannis qui d'un seul coup est à 60% sur tous ses tirs en autocréation. Giannis devient Durant ou Giannis devient Harden. Hein, il vaut mieux partir sur le postulat de ok, inscrivons ça dans une construction collective que sur le postulat de il y a un miracle va s'abattre sur nous et Giannis va se transformer. Giannis n'est pas Sangohan, hein, il va pas d'un seul coup s'énerver et fracasser celle parce que il a claqué des doigts et que d'un seul coup il passe en Super Saiyan niveau 2. Non. Il va falloir raisonner autrement, mais on peut par exemple très bien imaginer un Giannis qui va beaucoup plus poster et à partir de ces séquences en post-up, eh bien, si la défense s'écroule sur moi, je vais retrouver les coéquipiers. Ou je vais retrouver un renversement, derrière il y a une pénétration, et on me retrouve pour que je dunk dans le trafic. Voilà comment les Bucks doivent davantage utiliser Giannis, plus en finition, donc plus en existence sans ballon, que dans un scénario où on l'a vu plutôt en isolation ou en pick and roll, même s'il s'en sort très bien dans ces compartiments-là, mais c'est comme ça que les Nets l'attendent. Et c'est là où il va falloir être créatif et un petit peu les déstabiliser. Donc, cette série, vous l'aurez compris, elle va être absolument passionnante. C'est quelque part une finale de conférence avant l'heure, parce qu'on a vraiment deux équipes au très très haut niveau. Première vraie série de tests pour ces Nets. Qu'est-ce que ces Nets ont dans le ventre? Eh bien, on va le découvrir dans cette série. Les Bucks en rédemption, s'ils veulent laver leurs péchés et retrouver une dignité et arrêter de sortir en play-off la tête basse, eh bien c'est maintenant, parce que des Bucks qui sortiraient les Nets, eh bien s'affirmeraient très clairement comme eh bien, le gros prétendant au titre. Alors il faudrait confirmer derrière, mais voilà, sortir une équipe du calibre des Nets malgré tout, c'est clairement derrière mettre un pied en finale NBA et mettre un pied évidemment sur le soulèvement du trophée. Et puis derrière, voilà, idem pour les Nets. Sortir les Bucks, qui est une équipe qui coche les cases pour être champion, c'est pareil, ça serait envoyer un message, regardez, une très bonne attaque et une très bonne défense, on s'en est sorti, personne ne nous fait peur. Donc ça va être fascinant, cette série, on va bien sûr la suivre ensemble sur les réseaux sociaux. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'investir dans toutes les séries, donc je sais que vous êtes très nombreux à me dire « Ah mais parle-nous de cette série-là, parle-nous du débrief de ce match-là, j'ai pas le temps ». C'est comme ça, je suis pas à temps plein à faire le con sur YouTube, ça reste un hobby, donc je fais avec le temps dont je dispose, mais c'est pour ça que je vais me concentrer sur assez peu de séries. On s'est pas mal concentré sur Dallas Clippers, et à raison, parce que la série a été passionnante. Là, on va beaucoup se concentrer sur cette série, Bucks Nets. J'espère à raison, mais nul doute que ça sera passionnant, et que ça sera riche en enseignements basketologiques et en guerre tactique des coachs. D'ici là, bon match à tous, bon playoff évidemment.